Bonsoir à tous, messieurs, dames, bienvenue et merci de nous rejoindre en direct sur la page Facebook Innovation Responsable. Depuis le centre des congrès de Metz, Robert Schuman, on a vécu une très belle journée en balayant plusieurs écosystèmes et nous allons terminer justement ce jeudi avec une dernière table ronde, réseau Startup, connexion et accélération. J'ai de nombreux invités autour de la table et c'est un bonheur de vous avoir, messieurs, dames. Merci d'être restés aussi tard, peut-être bouleverser vos plannings pour rester avec nous ici sur le plateau d'Oser l'économie. Philippe Hainaut, pour démarrer, je vous laisse prendre le micro, directeur en mission attractivité numérique et écosystème Startup. Bonjour. Merci d'être là. Nous avons également à nos côtés Michel Onfray, qui est directeur délégué Synergie. Bonjour. Bonsoir Michel Onfray. Alexis Jacot est à nos côtés, vice-président de Carremeuse. Alors il veut peut-être le micro. Je transmets le micro, je peux le faire. Il marche. Bonsoir Alexis. Bertrand Simon est à nos côtés également de Scalinov. Bonjour. Alors, Scalinov Grand Est. Grand Est, tout à fait. C'est l'accélérateur du Grand Est. On est bien d'accord. À nos côtés également Julien Renou. Bonsoir. De Y-School, c'est ça, pour représenter Y-School ce soir. C'est ça. Merci de répondre à nos questions. Et puis Amandine Lavosie-Merlet, qui est présidente de Feminitech et CEO de SteelPC. Je l'ai bien dit? Feminatech, c'est ça. Bonsoir. Feminatech. Merci Amandine d'être avec nous. Alors, on va parler réseau, ça vous l'aurez compris. Pouvez-nous vous présenter justement votre réseau? On va commencer avec Philippe Hainaut. Bonjour. Alors, le réseau que j'aurais voulu mettre en avant, c'est celui de Lorraine Tech, qui est l'écosystème des startups Lorraine. C'est, on va dire, la French Tech en Lorraine. Et c'est le seul écosystème de startups labellisé Métropole French Tech dans la région Grand Est. Donc c'est quand même très important. Voilà, un écosystème, c'est évidemment tout un ensemble d'acteurs qui vont aider, contribuer à la croissance, au développement, à la détection des talents. Voilà, tout ça pour faire émerger une génération de startups et même plusieurs générations de startups. Bertrand Simon, même question. Oui, alors moi je représente Grand Innov, l'agence d'innovation du Grand Est, et donc Scalinov est l'accélérateur qui est mis en place par Grand Innov au niveau de la région Grand Est. Donc nous accompagnons des startups post-incubation, donc des startups qui ont déjà commencé à mettre des produits sur le marché et plutôt dans une accélération business pour leur faire atteindre leur premier million d'euros sur un programme d'accompagnement de 3 ans. Voilà. Michel Onfray également. Oui, alors bonsoir, je suis directeur délégué de Synergie, qui est une filiale aujourd'hui de la CCI de la Moselle. Synergie, ça a été créé par et pour des entrepreneurs. Parce qu'à un moment, les gens se sont dit qu'il fallait accompagner différemment la création d'entreprises sur les territoires. En 1985, on a été créé par des entrepreneurs. Et puis, on a commencé à développer, alors c'était autour de l'innovation, l'innovation dans l'industrie, dans les services. Et on a développé des outils au service de cet objectif. On gère des pépinières d'entreprise sur toute la Moselle. On a 4 pépinières d'entreprise en Moselle. On gère aussi, on a créé des outils de financement en fonds propres, de renforcement de fonds propres, que ce sont les plateformes d'initiative en France. Et puis, récemment, en 2013, on a porté la création d'un programme d'incubation de start-up qui aujourd'hui voit ses fruits. On voit ses fruits, ce sont des belles entreprises sur le territoire. Vous les suivez, j'imagine? Oui, bien sûr, on les suit, on les héberge, on les finance. Parfait. Julien Renou de Y-School. Donc nous on travaille avec la Technopole de l'Aube, qui est une structure aujourd'hui qui incube des startups, qui les accompagne jusqu'à plus de 90 ans, parce qu'on a l'ensemble en fait des phases qui nous permettent, avec une offre d'accompagnement, de pouvoir les accompagner. Et sur la partie du financement, on va plus agir sur un club de Business Angels qui permet en fait de pouvoir les mettre en relation avec des entrepreneurs et des investisseurs pour les renforcer en haut de bilan. Amandine. Alors nous, Feminatech, on travaille sur la mixité dans les domaines techniques et numériques. Alors en amont, pour que des jeunes aillent justement créer des startups et qu'il y ait plus de mixité dans ces startups, parce que si vous regardez autour de la table, je suis la seule femme. Il y a plus d'hommes, oui. Voilà. Et si on regarde sur les derniers clubs entreprises ou les derniers clubs dans ce domaine-là, c'est essentiellement des hommes. Donc on travaille en amont pour les amener vers la création et pour leur expliquer que la vie d'entrepreneur, c'est fun. Alexis Jacot, vice-président de Carremeuse. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir. Vice-président de Carremeuse. Carremeuse, c'est une association, un club affaires et réseau d'entreprises qu'on a démarré il y a 2 ans maintenant,
sur le territoire de la Meuse, plutôt sur le sud meusien, qui a vocation à regrouper des entreprises qu'on dit entreprises traditionnelles pour se faire parler les projets, les difficultés aussi. Et donc une des thématiques émergentes, en fait, c'est celle de la transition numérique et de l'innovation. Donc quand on parle de ça à des entrepreneurs dits traditionnels, donc, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Il se trouve que moi, je suis porteur de projets innovants depuis quelques années et que donc j'ai baigné un petit peu dans ces univers, dans ces réseaux, et qu'avec quelques autres, donc on essaie de montrer, de donner des exemples de réussite, de possibilités, d'enjeux, de ce qu'on peut faire à travers le numérique dans toute sa diversité. Et voilà l'essentiel du travail qui est engagé pour l'instant avec le réseau. Et enfin Bertrand Simon de Scalinov également. Je vous ai déjà posé la question, on a fait le tour de table. C'est la fin de journée, hein. En même temps il est presque 18h, on peut avoir quelques petites redondances. On va passer évidemment à l'action pure et dure. En quoi votre action permet-elle la réussite des startups? Michel Onfray, je vous redonne le micro. Fais tourner les micros, voilà. En fait, nous on démarre de l'idée jusqu'à la création, et ensuite on accompagne dans le cadre de nos pépinières d'entreprise les entreprises sur la durée. De l'idée, on s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont beaucoup de privés, mais également des publics, hein, l'INPI, la BPI, mais des banquiers. Des sociétés de conseil en gestion des jeunes, du statut jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche, et puis surtout sur l'aspect technique, on s'appuie sur des labos qui vont venir nous labelliser les projets. Donc ils vont nous dire ce projet-là, soit on a un projet qui porte une technologie qui est costaud, ou au contraire on peut rajouter une brique technologique sur ce projet, et puis ensuite on commence notre accompagnement. Voilà. Alors, pour moi, hein, ce dont on doit parler quand on parle d'incubateur, je pense qu'il faut aussi parler de métriques de réussite. Hein, c'est-à-dire que comment on mesure la réalité, l'efficacité d'un dispositif. Moi, ce que j'aime dire, c'est que nos entreprises, en janvier 2019, il y en aura 6 qui seront présentes sous le CES de Las Vegas. Elles ont levé 7 millions d'euros en 2018, les nouvelles entreprises, et elles ont créé plus de 60 emplois. Voilà. Excusez-moi. Et j'imagine que c'est une fierté. Ça s'est senti. Excusez-moi. Bertrand Simon également, je récupère. La voix va revenir d'ici quelques instants. Je prends un petit peu d'eau, vous m'en voulez pas? On est en direct. Je peux lui poser des questions sinon. Vous voulez, mais Michel Onfray a envie de me remplacer. Alors ça a été le petit problème de la journée, c'est qu'il faut s'hydrater quand on a un petit peu mal à la gorge, excusez-moi. Coupera au montage, c'est pas comme si on était en direct. Bertrand Simon, donc de Scalinov. Oui, racontez-nous un petit peu en quoi votre action également permet la réussite des startups. En ce qui nous concerne, donc Scalinov démarre en cette fin d'année. On est en train de sélectionner la première promotion en fait. Et en fait, l'accélérateur a été créé sur un constat qui est que pas mal de startups se créent, mais soit échoue de temps en temps, soit stagne entre 200 et 300 kg € de chiffre d'affaires. Et le but aujourd'hui, ce qui manque souvent, c'est peut-être la démarche commerciale, l'accès au marché pour ces startups. Et donc l'idée de l'accélérateur est vraiment d'entraîner ces startups à potentiel et de les former pour commercialiser l'innovation. Donc là, on est vraiment en post-incubation, largement post-incubation, puisque l'entreprise a déjà commencé à commercialiser ses produits. Voilà. Julien, oui. Allez-y, terminez. Je préciserai aussi que on est en train de sélectionner les projets et on a 68 candidats qui ont postulé pour entrer dans l'accélérateur. Vous en gardez combien en moyenne? Alors, il y en aura sans doute une vingtaine au final qui seront conservés. Demain et après-demain. Non, je dis une bêtise. Le 17 et le 18, donc il y en a une quarantaine qui vont pitcher devant un jury d'experts et de financiers. Et à la fin, on en gardera une vingtaine. Voilà. Les entreprises qui seront accélérées pourront aussi bénéficier de dispositifs d'aide de la région, notamment
un prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 150 000 €, mais à hauteur de 50 000 € par associé, s'il y a 3 associés. Et puis d'une subvention tous les ans d'environ 30 000 € pour financer un poste commercial ou une prestation de go-to-market. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Hainaut également, concernant l'action dans le récit des startups. Tout à l'heure, je parlais de Lorentech, donc je suis obligé de parler de bâtiment totem. Parce que Lorentech, évidemment, l'écosystème des startups Lorraine, c'est de la promotion, de la communication, du marketing autour de la marque. Mais c'est surtout un élément visible qu'on appelle un bâtiment totem. Alors, les bâtiments totem, il y en a à Metz qui s'appelle Bida, il y en a à Nancy qui s'appelle le Paddock, il y en a à Thionville qui s'appelle le Tipeee, il y en a à Épinal qui s'appelle le Quai Alpha. Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment totem? Un bâtiment totem, c'est un phare au milieu d'une clairière qui éclaire les loups solitaires qui veulent chasser en meute. Dit autrement, c'est un élément visible, c'est la partie immergée de l'iceberg qui permet de dire aux jeunes créateurs, aux gens qui ont des idées, ben, venez et on va vous orienter. C'est un élément de lisibilité pour orienter celui qui porte une idée et qui veut visiblement aller dans cet écosystème pour aider. Alors, un bâtiment totem, on va y retrouver tout ce qu'on peut appeler autour de l'idéation, des événements, on va y trouver des espaces de Fab Lab, de coworking, un programme d'animation global, on va y retrouver un incubateur. L'idée de l'incubateur, c'est d'aller en gros de l'idée à la mise sur le marché. On va trouver des accélérateurs, c'est notamment évidemment de pouvoir développer son chiffre d'affaires, notamment à l'international, qui est quand même l'ambition d'une start-up. Mais on va y retrouver aussi des laboratoires de recherche, publics, privés, on va y trouver des showrooms pour les entreprises, voilà, et puis c'est en plus un endroit hyper connecté. Tout ça, c'est la définition officielle de la French Tech, et c'est un dispositif qui rend visible l'action de l'ensemble des acteurs. Hein. Tous les acteurs ne sont pas forcément dans le bâtiment totem, mais globalement, c'est un élément qui permet de donner de la lisibilité à notre action en faveur du développement d'économie numérique. Alors justement, quel bénéfice pour les startups, Amandine Lavosie-Merlet, pour Feminatech? Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au début, c'est vrai que je pense qu'on peut demander l'ensemble de vos startups qui aujourd'hui se présentent, que ce soit au concours de pitch, que ce soit au concours d'accélération, enfin tout ça, sont essentiellement masculines. En majorité, essentiellement, de temps en temps, on trouve une part féminine quand il y a de la com, quand il y a du commercial, mais c'est beaucoup plus rare. Or, on ne peut pas avoir aujourd'hui des entreprises qui ne correspondent pas à notre société. Notre société, c'est 50-50 à peu près, hein, pour arrondir. Donc aujourd'hui, quand par exemple, on va sur une start-up qui va créer des applications, si elle est à 100% constituée d'hommes, on a constaté que l'application ne sera pas ergonomiquement pensée pour une femme, ne sera pas. On a les mêmes compétences, mais on n'a pas la même façon de penser. Donc il faut inciter des jeunes femmes à aller vers des domaines techniques pour qu'on ait plus de représentativité. Parce qu'on parle de start-up, on parle d'entreprise, mais si aujourd'hui on n'incite pas des femmes à y aller, demain vous aurez que des hommes. Et ça va perdurer et ça va devenir de plus en plus grave. Et à un moment donné, on va avoir un problème d'économique, d'équilibre et même économique. C'est-à-dire que les produits proposés ne seront proposés qu'à une partie de la population, donc ne seront pas bien acceptés. Est-ce que c'est pas un souci à la base de formation? Alors, il y a un souci de formation, mais surtout, il y a un souci de stéréotype. Nous, on le vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va vers des jeunes gens, mais pas que. On va aussi sur des gens qui sont en demande d'emploi ou des gens en reconversion professionnelle. Parce que c'est des métiers qui recrutent, qui ont mauvaise presse pour les femmes, surtout sur la partie technique, parce qu'on nous dit dans les écoles il n'y a pas de filles, parce que derrière on va avoir un problème d'emploi. Or c'est pas vrai. On a constaté que les femmes qui vont vers ces domaines-là, derrière il y a un taux d'employabilité très important et surtout il y a un taux de performance très important. On a aussi constaté que par exemple toutes les entreprises qui étaient dirigées par des femmes ont un taux de réussite 75% plus élevé que les hommes, parce qu'on a un management qui est différent. Et on a une façon de concevoir le financement différemment également. Et on a aussi constaté que les organismes étaient... alors, autant les banques, sur certaines choses, on préfère aller financer quand il n'y a que des hommes, autant quand il y a justement cette dualité homme-femme, ils sont encore plus confiants parce que
ils ont cette prépondérance qui est plus intéressante. Donc s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent cet après-midi sur le Facebook Innovation Responsable, c'est important d'équilibrer. C'est important d'équilibrer. Voilà, on a des compétences. Même si on est start-upper, même si on est start-upper, c'est important d'équilibrer et c'est important de montrer cette diversité parce qu'aujourd'hui on parle de start-up, on parle d'entreprise. Si demain on veut que des jeunes viennent bosser chez nous, il faut qu'on ait cette mixité parce que s'il n'y a que des hommes, ça continuera d'attirer que des hommes et on aura toujours un problème d'employabilité à un moment donné. Aujourd'hui, on manque 80 000 emplois dans le numérique. Si on continue, ça va être de pire en pire. Donc il faut inciter les jeunes femmes à y aller pour qu'on ait ce taux d'employabilité intéressant. Donc les femmes qui nous regardent ce soir ont bien compris le message d'Amandine Lavoisier-Merlet. J'ai envie également qu'on fasse un point sur les passerelles et synergies avec les autres écosystèmes qui sont présents. Comment vous organisez finalement? Pardon? Vous ne me posez pas la question? Si, j'allais vous la... bien sûr que si. Vous pouvez, je vous en prie. Alexis. Sur les startups? Oui, vous aviez quelque chose à dire. Excusez-moi, Alexis. Voilà. Je dirais que il y a 3 axes concernant les startups sur le territoire de la Meuse, qui est le nôtre, sur lequel on a notre rayon d'action. La première, c'est qu'en fait, il y a déjà des startups qui viennent porter, je dirais, un témoignage. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a 2 start-upers, mais il y en a de talents, avec une reconnaissance aujourd'hui nationale, qui sont des entreprises meusiennes, de Commercy même très précisément. Et puis la mienne, pour laquelle j'ai un petit peu d'ambition aussi. Donc il y a déjà un témoignage qui est porté. Le deuxième axe, c'est aussi de pouvoir identifier, si possible, s'il y en a des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui ont des idées et qui vont s'appuyer sur des technos, enfin bref, sur les solutions numériques, et donc avoir un profil start-up, et à ce moment-là, les aiguiller vers les réseaux et les hébergements dont on a parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, puisque sur le territoire, on n'a pas ces structures-là. Je ne désespère pas que ça vienne un jour, d'ailleurs, j'espère très prochainement. Et puis le troisième axe, c'est aussi, et là on a des façons de travailler très très concrètes, c'est d'organiser des ateliers en fait qu'on appelle ateliers de transition numérique, où on va permettre à des porteurs de projets, donc d'entreprises traditionnelles, de digitaliser leur entreprise. Or, qui de mieux une jeune entreprise innovante ou quelqu'un qui a en tout cas très bonne connaissance des métiers et des solutions de l'innovation pour venir accompagner ces porteurs de projets. Et donc on crée une synergie et des collaborations de cette manière-là. Julien Renaud également pour Y-School concernant cette même question des bénéfices pour les startups. Je ne pense pas que je vais rajouter beaucoup d'éléments par rapport à ce qui a été autour de table. L'intérêt, c'est de pouvoir accueillir les personnes dans des lieux phares, comme l'évoquait Philippe, pour qu'ils puissent avoir, je dirais, un lieu qui permet de fédérer les différents acteurs de l'écosystème pour pouvoir faire gagner en fait, aux porteurs de projets différentes rencontres et du temps dans le développement de son projet. Et puis après, je pense que c'est un accompagnement avec une équipe qui lui permet de pouvoir développer son modèle d'affaires et puis son projet. Ça me semble les 2 points aujourd'hui les plus importants pour le développement au niveau des startups. Comment on peut pousser les jeunes créateurs justement à franchir la barrière du fameux bâtiment totem? Alors, je dirais il y a 2 façons de le faire. La première, ça rejoint ce qu'exprimait Amandine tout à l'heure, c'est aussi d'aller chercher les talents le plus tôt possible, parce que l'envie d'entreprendre, elle est portée par une grande majorité de jeunes, mais il faut être capable de leur dire, vous pouvez le faire ici et maintenant. Et sans partir à l'étranger ou sans partir même à Paris. Ça c'est important aussi que le territoire de la région Grand Est, qui n'est pas par définition, excusez-moi de le dire, une terre d'attractivité. On n'a pas la mer, le soleil, la montagne, enfin en tout cas pas encore aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'attirer, enfin en tout cas de faire en sorte que nos talents puissent créer sur le territoire. Le deuxième aspect, c'est toute la valeur d'exemplarité. Si demain on démultiplie les exemples des startups emblématiques, rien que pour parler de Metz, de Sésame, de Divacor, de Vivoca, tous ces gens-là,
c'est eux qui vont donner envie parce qu'on va avoir nos références à nous et ça dira Metz, mais on peut dire la même chose à Nancy, à Thionville, à Épinal. Voilà, je veux être moi dans cette mouvance-là. Ce sont des références qui rayonnent en plus ou moins à l'international, au niveau national et international pour Divacor notamment. Complètement. De toute façon, on ne peut pas dissocier la notion de start-up d'un développement international. Là, on peut monter une entreprise innovante, etc. Dire quand on est une start-up et qu'on a vraiment cette définition, on a une vision à minima européenne, on est dans une région au cœur de l'Europe, utilisons à plein nos 40% de frontières de la métropole pour faire en sorte qu'on soit naturellement ouvert vers le marché international. Je peux donc enchaîner sur ma dernière question. Comment s'organisent les passerelles et synergies avec les autres écosystèmes présents notamment sur ce plateau, Michel Onfray? Très bien, naturellement, parce que en fait, on a eu tous une diminution des financements publics qui a eu une vertu, c'est de nous faire travailler de façon plus intelligente puisqu'on ne pouvait plus tout faire et donc s'appuyer vraiment sur les forces qui étaient en présence. Alors on s'appuie sur les forces, pas sur les faiblesses, mais par exemple il y avait un outil qui manquait nous sur le territoire et Grand Innov en est la preuve, c'est que vraiment il y a un moment dans la vie de la start-up où il y a besoin d'avoir une autre équipe qui reprenne le relais et qui booste l'outil. Sur le bâtiment Totem, c'est notre caisse de résonance, quoi. Je veux dire, moi, à chaque fois qu'on parle de TCR Blida, c'est quelque chose de très positif puisque ça met en valeur tout l'écosystème du territoire. Alors, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins positives, je ne vais pas en parler, mais globalement, ça fonctionne bien. Alors moi, je voulais quand même dire quelque chose sur l'entrepreneuriat au féminin parce que ça a été un combat que j'ai mené avec Initiative Grand Est, parce que c'est une réalité, ça, que les femmes, elles créent moins d'entreprises que les hommes, mais par contre, quand elles en créent, elles sont plus solides, c'est-à-dire qu'elles ont un taux de pérennité qui est plus important que celles qui sont créées par des hommes. Alors elles ont un pendant à cette stabilité, c'est que c'est souvent des entreprises qui ont une moins forte croissance, parce que ça touche à son système de financement. On essaie plutôt d'aller chercher de l'autofinancement, c'est plus... Si je peux compléter, je suis tout à fait d'accord parce que je suis l'exemple type de ça. Mon entreprise va avoir 10 ans, j'ai créé toute seule et c'est vrai qu'on a beaucoup autofinancé. On avait créé avec Synergie, on a beaucoup autofinancé et à un moment donné, il y a cette courbe qui plafonne et j'ai retrouvé un deuxième souffle en m'associant. C'est pour ça que je dis que la complémentarité est intéressante. Je me suis associée et en m'associant, on a réouvert et on a passé le cap et en l'espace de 4 ans on a quadruplé le chiffre d'affaires, on passe la barre des 2 millions cette année, donc c'est faisable, mais c'est vrai que on va chercher de l'autofinancement, on se rassure, des fois on n'ose pas parce qu'on a peur d'aller vers un nouveau marché. Par contre on est beaucoup plus stable, c'est pendant. Oui, parce que les hommes, ils ont tendance à faire plus facilement all-in. C'est moins vrai pour les femmes. Donc les femmes sont un peu plus sécures sur la manière de gérer l'entreprise, c'est ça? Alors il y a des outils qui sont... alors excusez-moi si je parle un peu trop d'entrepreneuriat féminin, parce que c'est vraiment important, c'est un vrai enjeu national que les femmes entreprennent plus. Il y a des outils, notamment le fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui vient sécuriser les emprunts. Donc c'est un outil qui est confié aux plateformes d'initiative locales et aux réseaux actifs et qui est vraiment un vrai atout et qui n'est pas assez utilisé. Voilà. Il n'est même pas assez connu parce que moi à l'époque quand j'avais créé, j'en avais parlé à la banque et ils m'avaient demandé si j'étais une féministe avec mon fonds, mon MLF. Donc on avait eu un grand débat là-dessus, mais c'est vrai que on va pas parler que d'entrepreneuriat féminin sur cette table ronde, mais je pense que c'est un vrai atout. Et si on regarde sur les startups, les 3 que tu as cités, Divacor, il y a une femme qui s'occupe du commercial. Sésame, ils ont diversifié de mémoire. Maintenant ils ont embauché des femmes. Ils ont embauché des femmes. Et Vivoca, ils ont embauché des femmes aussi. Mais ils ne sont pas dans les fondatrices. Par contre, on aurait pu citer Extramile, qui a été fondé à Londres, qui est hébergé chez nous, et qui est fondé par 2 banquiers de JP Morgan, dont une britannique, vice-présidente de JP Morgan Lending, Private Lending. Et donc là, c'est une entreprise, une start-up à fort potentiel de croissance, qui est en train de finaliser une grosse levée de fonds là, actuellement, et qui est coportée par une femme. Et donc l'association des deux profils est vraiment très intéressant. Bertrand, Simon, concernant justement les passerelles entre différents écosystèmes.
Je pense que, comme l'a dit donc Michel, je pense qu'aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème se connaît bien et les passerelles se font assez naturellement. Aujourd'hui on a un continuum depuis l'incubation, l'accélération et on continue d'accompagner les entreprises plus traditionnelles, plus âgées ensuite sur leurs projets d'innovation. Donc je pense qu'aujourd'hui on commence à avoir un écosystème qui est bien structuré dans le Grand Est et en Lorraine notamment. Pour accompagner donc les startups et les entreprises de croissance. Julien Renaud, également de Wise Call. L'idée de toute façon c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs de l'enseignement sup, les acteurs également d'accompagnement, on n'a pas cité le réseau Entreprendre, il y a la plateforme d'initiative locale, il y a énormément aujourd'hui de réseaux et logiquement lorsqu'on rentre en fait dans ce type d'écosystème, ça n'a qu'un bénéfice, c'est d'accélérer le développement en fait de l'entreprise. Donc après il y a une sélection souvent à rentrer en fait dans ces dispositifs, je pense qu'il faut en parler aussi également puisque les dispositifs sélectionnent les projets pour pouvoir rentrer en fait dans ces écosystèmes et après l'objectif c'est que le projet puisse avoir le bénéfice de l'ensemble de ces acteurs avec des apports divers suivant le stade de développement de l'entreprise et ses besoins. Alexis Jacot pour terminer, concernant également ces passerelles entre écosystèmes. Ouais, ça fait un petit moment que je travaille dans les réseaux, notamment dans les réseaux professionnels et interprofessionnels. J'ai discuté tout à l'heure avec un investisseur qui est parisien, qui venait sur ce salon en province donc, et également avec un juriste international qui accompagne les startups à l'international, qui est au Luxembourg. Et tous les deux m'ont dit la même chose, et on sent un engouement, une envie que les réseaux parlent aux réseaux et de faire finalement ensemble territoire. Alors c'est très bien parce que nous-mêmes on n'échappe absolument pas à cette logique, au contraire on l'appelle de nos voeux et bien évidemment si j'ai prononcé une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois le nom Meuse, la notion de frontière n'a aucune logique si ce n'est celle d'une identité, parce qu'il faut bien avoir une identité, mais évidemment il faut la conserver d'ailleurs. Il faut la conserver, c'est important, oui, parce qu'il faut qu'il y ait des marques territoires, que les gens se sentent être de quelque part, mais être de quelque part, ça veut dire aussi regarder au-delà des frontières, et seul on peut faire des choses, mais ensemble on peut faire beaucoup mieux. Donc on travaille avec les réseaux traditionnels, bien sûr, et puis avec tout l'écosystème de l'innovation, on ne peut pas faire sans, c'est absolument impossible. C'est un beau message de fin, faisons les choses ensemble, Philippe Henault. Oui, je voulais juste rajouter une petite phrase parce que on parle de relations entre les écosystèmes. La qualité de la relation entre les écosystèmes, c'est un élément important de la performance, même essentiel. Pourquoi ? Il suffit de regarder la carte. La région Grand Est, elle est entre le poumon économique de la France, la région Île-de-France, le poumon économique de l'Europe, l'Allemagne, et puis des empires financiers, le Luxembourg, la Suisse. Si on n'est pas excellent, on n'existera pas, on sera une terre de passage. Donc forcément, la qualité, la richesse de nos écosystèmes, ça doit nous permettre de se doter de cette relation inter-écosystème qui fera de nous un territoire d'excellence en matière de développement de l'économie numérique. Michel Onfray. Oui, alors moi je voulais rajouter que dans le Grand Est, on a un atout, c'est la lisibilité de nos écosystèmes. Et d'ailleurs, ça draine actuellement, alors je vous ai parlé des entreprises londoniennes, j'en ai deux de Londres qui sont venues s'installer à Metz, mais des entreprises parisiennes aujourd'hui en masse. À l'échelle d'une start-up, 3 start-up qui sont actuellement dans notre pipe, qui viennent de Paris, dont une de The Family, l'incubateur célèbre parisien, sont en phase de venir s'installer à Metz. Pourquoi ? Parce que l'accès à l'écosystème, au financement, aux investisseurs, etc., c'est beaucoup plus facile ici sur le territoire, bien sûr. Et je leur dis souvent, c'est que quand vous déménagez de Paris pour venir à Metz ou à Thionville, vous venez ici, mais vous êtes en proximité avec une capitale européenne qui n'est pas Paris, c'est la capitale de l'Europe, le Luxembourg.
Eh bien, merci à vous tous en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir été présents sur cette belle journée Oser l'économie. J'espère vous revoir évidemment l'année prochaine avec de bons bilans, de bons chiffres et de nouvelles choses à nous raconter. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle soirée. Merci à vous de nous avoir suivis également sur le Facebook Innovation Responsable. Je tenais à remercier l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied depuis ce matin très tôt, Grégory Retter et toute l'équipe de Y-Vision. Vous avez été exceptionnels. Merci de votre fidélité et à l'année prochaine. Merci.